Un art qui tente à devenir une science, mais il y a toujours une part d'intuition. Est-ce que dans la médecine moderne, qui se veut une médecine fondée sur les preuves, quelle est la part de l'intuition, si on peut comparer sur le plan culinaire? Tout le monde a la même recette, mais le plat n'est pas réussi de la même façon par tout le monde. Parfois, il y en a un qui fera mieux qu'un autre. Donc c'est un art. Alors donc, je demande à Bernard de nous parler de ce sujet. Quelle est la place? Donc la médecine fondée sur l'épreuve, le lire comme une épreuve de l'expertise et de la raison. Merci Jean-Pierre et merci à Nicolas d'avoir déjà introduit les deux vocables prévision et prédiction. Et j'ai voulu ce petit jeu de mots sur cette épreuve parce que j'en avais un petit peu assez de toujours entendre dire tout doit être prouvé et la médecine est fondée sur les preuves, mais est-ce qu'on s'est posé toujours les bonnes questions? Alors, va nous accompagner ce caducée et cette médecine fondée sur les preuves de l'expertise et de la raison, quelle est la différence entre une preuve simple et l'expertise du médecin. Si on met des flèches en face, on pourrait dire que l'expertise, c'est peut-être l'intuition, et la raison, ça reste la raison, et elle est appliquée à la médecine. La médecine, ça va être l'illustration de ce caducée. J'en profiterai pour parler de quelques symboles parce que on est issu d'une grande tradition médicale qui nous vient des Grecs. Et donc ce caducée, redéfinissons-le au passage. C'est en grec kéruk. Ça c'est pas mal ça. Il faut éteindre les portables, il paraît. Excusez-moi. C'est qui appartient au héros, c'est le karu sanskrit, ça veut dire le chanteur, le poète. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va transmettre une information, c'est le messager officiel, c'est le diplomate, et c'est également le fonctionnaire qui va convoquer les assemblées et proclamer les lois et édits. Donc c'est quelqu'un qui transmet. Qui c'est qui transmettait? On l'a ici dans cette symbolique grecque, Hermès, Mercure, avec les ailettes de serpent et la baguette comme symbole. C'est le sceptre d'Hermès, de Mercure, messager des dieux. Et là, je crois que la symbolique est profonde. C'est le symbole de l'équilibre par l'intégration des forces contraires d'ordre biologique et moral. C'est notre médecine. Notre médecine, c'est Asclépios, c'est Esculape. Et vous voyez qu'ici, il a des symboles avec le serpent et le fameux bâton que l'on va retrouver dans le caducée. Et dans ce mythe, c'est le règne spirituel sur le corps. C'est le venin de serpent qui va être utilisé. Pharmakos veut dire venin, et il va nous donner pharmacie, devenant le remède. Mais qui était cet Asclépios? Pardonnez-moi cette incursion dans le grec, mais ça m'a paru intéressant de nous souvenir d'où venons dans les mythes. Parce que c'est ces mythes qui sont encore qui nous imprègnent et qui nous font vivre. Son père, c'était Apollon, le dieu de la lumière, c'est Amon-Ré, c'est le même, c'est Lugdos, Lugdunum, on va y repartir. C'est-à-dire Lion, on est sur place. C'est le dieu des arts, le dieu de la divination. Sa mère, c'était Coronis, qui veut dire la corneille. Et cette brave dame avait un amant. Cette infidélité vue par Apollon a entraîné une malédiction, elle a été trahie par un corbeau qui était blanc et devenu noir. Je rappelle au passage que Luc Dunum, lion, c'est Lucos Dunum, la montagne des corbeaux. Et le corbeau, Lucos en celte, c'est simplement celui qui va annoncer l'arrivée de Lug, le soleil. Asclépios, quel était son CV? Son CV, c'était d'être éduqué par un centaure Chiron, ou Chiron si on parle grec, qui lui a appris l'art de la médecine. L'art de la médecine, Jean-Pierre. Athéna lui donna 2 fioles, l'une contenant du sang de la Gorgone, qui a été tuée, quand vous en souvenez, et l'une permettait de tuer, et l'autre permettait de ressusciter les morts. La dualité qu'on va voir, qui est inscrite dans notre caducée. Mais il y a eu un crime d'honneur. Et là, cette fois-ci, c'est pas l'homme qui va tuer, c'est la sœur d'Apollon, Artémis Diane, qui va tuer Coronis, parce qu'effectivement, il y a un crime d'honneur. Et là, il y a une symbolique extrêmement forte, c'est que Apollon va extraire le bébé, l'enfant, du bûcher funéraire. C'était la première césarienne post-mortem pour faire naître Esculape. Cette première mais le problème, c'est qu'Esculape, il a bien utilisé à fond ce qu'il avait su, ce qu'il avait appris de son père Chiron. Et c'était les premières époques de surconsommation médicale, puisque Hadès va se plaindre du dépeuplement du royaume des morts, parce qu'il soignait trop bien, et Zeus, il faisait finalement un exercice illégal de divinité, car il ramenait trop de mortels à la vie. Et finalement, notre brave Esculape, Asclépios, notre maître, s'attire les foudres de Zeus. Il en est mort.
Mais il a été remis par une peine il y a eu une remise de peine, une grâce divine, et Zeus le ramène à la vie. Et à ce moment-là se réalise la prophétie de la fille de Chiron, donc son père qu'il a élevé, et Asclépios sera Dieu, et c'est notre Dieu de la médecine. Voilà où nous sommes. Mais c'est pas tout à fait fini, parce qu'il y avait déjà au niveau des Grecs un organigramme de la santé. Puisqu'en ayant épousé celle qui guérit, Épione, il a eu 4 filles, Hygie, Salus en latin, c'est la santé, il a eu Astio, c'est la guérisseuse, il a eu Achéso, le médicament, et la fameuse panacée, la guérison universelle. Et puis il a eu 3 enfants, mâles. Eh bien, c'est un véritable organigramme là aussi, puisque 2 étaient médecins militaires au niveau de l'armée de Troie, et il y avait Télésporein, celui qui soutient au loin, c'est-à-dire le génie de la convalescence. Vous voyez, tout était dit. On avait d'un côté l'espoir et de l'autre côté, enfin, la convalescence. J'en ai fini avec cette incursion au niveau de notre mythe qui soutient ce caducée, et il va nous poursuivre en filigrane, pour rappeler que le dieu des médecins, c'est le dieu de Med, c'est Med Médéri, penser. C'est le mot Med Médéri qui veut dire évaluer, peser, mais on évalue comment? On va évaluer avec un outil particulier, c'est la méditation, c'est-à-dire la pensée. Être médecin, c'est utiliser exclusivement la pensée comme outil. C'est extrêmement important puisque le terme de praticien que je récuse totalement, sauf à dire qu'il est praticien en médecine, est un terme plus qu'impropre. Donc le médecin va ainsi remédier avec un médicament, évitant l'irrémédiable. Et vous voyez que dans ce vocable, on a toujours le med qui est là, c'est-à-dire la pensée qui est sous-jacente. Alors, pour en arriver avec tout ça, avec quoi on raisonne, avec quoi on travaille, on travaille avec notre pensée. Mais quid de la raison? Qu'est-ce que c'est que cette raison? C'est le ratio, le rationnel latin, qui en fait veut dire compter, penser, c'est ratio, c'est le compte, c'est la matière du compte, c'est la faculté de calculer, de réfléchir, c'est le jugement, c'est la méthode et c'est la doctrine. Mais en grec, c'est le logos. Vous voyez qu'on a une rationalité dans le langage. Et qu'utilise la pensée pour travailler? Elle utilise la raison. Et qu'utilise la raison pour travailler? Elle utilise l'intelligence. Et là, dans les mots, tout est déjà inscrit. Le leg, qui est la racine profonde de ce mot, ça veut dire cueillir, choisir et rassembler entre des éléments. Donc on va pouvoir comprendre et apprécier en ayant fait le choix grâce à cette intelligence qui permet de sous-tendre le raisonnement. La raison donc procède de l'intelligence plutôt que de l'instinct ou des affects. Et je me suis permis bien sûr de rajouter « mais le cœur a ses raisons que la raison ignore », ça c'est un petit clin d'œil. La raison, comment fonctionne-t-elle? Elle renvoie des principes. Les principes, c'est-à-dire ce qui est au niveau premier de la réflexion, qui permet et qui sollicite et qui supporte l'élucidation de la pensée. Donc la pensée, en utilisant ces principes de pensée premiers, et c'est le cadre de la connaissance et de l'action. C'est parce qu'on a pu construire une connaissance qu'on va passer à l'action. Comment fonctionne la raison? Comment fonctionne le raisonnement? Par un enchaînement de concepts. Et rappelons que concept, c'est ce qui est contenu dans la pensée. Et en fait, c'est la conception, en fait, mais intellectuelle. Et au sous-jacent à cela, c'est la fameuse idée que l'on va redéfinir ensuite de Platon, revue par Descartes et Kant. On est au cœur du problème. Et ce n'est pas du tout la juxtaposition et l'enchevêtrement des images et de métaphores ou de mythes, puisqu'il y a construction. C'est donc le lien logique. Et vous voyez que dans le terme de lien logique, on a déjà le logos qui reprend cette idée-là. Eh bien, une fois qu'on est passé de ce que la pensée peut générer, il va falloir la transmettre. Eh bien, ce qu'est cette transmission pour soi-même, c'est le langage, qui est d'abord intérieur, construit dans son propre cerveau, puis sera parlé, puis sera écrit. Eh bien, il faudra passer à une langue, il faudra passer à un phonème qui aura un sens. Ce mode est strictement de communication est strictement propre à l'homme. Et quel est ce lien logique? Quelle est cette utilisation qui permet au cerveau d'arriver à utiliser une idée, d'arriver à un raisonnement et d'arriver à un diagnostic, puisque c'est là qu'on va aller? C'est une opération discursive. Le cerveau va ça et là pour pouvoir courir ça et là, pour aller chercher les éléments qui lui sont nécessaires. C'est un processus se déroulant dans la conscience du sujet, dans un ordre de temps donné. C'est donc le lien logique, l'expression verbalisée de la pensée. Alors là, on vient de définir ce que c'est que le raisonnement à l'instant, l'expression ritualisée de la pensée. Par contre, par rapport à l'intuition, eh bien, intuition, c'est intuere, ça veut dire voir à l'intérieur, en miroir. C'est une forme, et là je cite Descartes, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc on pourrait dire que l'intuition, sa définition, c'est la vision d'un objet de la pensée, direct, sans raisonnement. Mais, et là je reviens
On va arriver vers la diction, la vision. On a dit vision à l'instant. C'est donc avoir cette vision. Eh bien, avoir, c'est quoi? C'est la racine grecque, la racine indo-européenne qui est veid, void, que vous reconnaissez directement le mot voir dedans, et qui a donné vidéa, idéa, idée en grec. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la forme. Pour voir quelque chose, il faut que ça soit formalisé, il faut qu'il y ait une forme. Elle est physique, quand elle est visible avec notre sens de la vision, et c'est donc la plastique du corps. Mais elle peut être invisible, c'est ce que l'on va réfléchir dans sa tête, et c'est peut-être aussi le caractère de l'individu, je dirais à ce moment-là, le caractère de l'individu et la plastique de son esprit. Eh bien, Platon avait retenu totalement ça, c'est le fond de sa philosophie. Il disait que c'était les formes abstraites relevant de l'intelligence visible par l'esprit humain. C'est un objet de la création de l'esprit humain, pouvant d'autres être idéal, d'où le terme d'idéal. Il n'y a pas besoin qu'elles existent en tant que telles pour être idéales. La création de cette forme peut être simplement pensée dans un cerveau. Donc cette idée, selon Platon, c'est la vision, expression de la pensée, c'est un concept créé par le cerveau humain, sans besoin physique d'existence. Mais elle est possible, cette pensée, d'être transmise par le verbe et le mot, et donc on passe au côté physique des choses. Alors si on prend les 5 sens de l'individu, toucher, sentir, goûter, entendre, voir, mais le 6e sens de l'homme serait peut-être la pensée. Alors on a vu ce qu'on a vu en direct, on vient d'utiliser le mot voir, qui a donné cette idée de pensée. Eh bien, l'évidence, qu'est-ce que ça sera? Puisque la médecine fondée sur l'évidence, ça me pose un problème, evidence-based medicine. Eh bien, c'est voir ce qui est en dehors de soi, c'est ex videre, c'est la vision immédiate du monde, sans intervention de la pensée. C'est immédiat, c'est sans raisonnement sur l'objet de la vision. C'est donc une perception visuelle du monde sans recours au raisonnement. C'est la définition même de l'évidence. L'intuition est donc la forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, c'est Descartes. Et l'évidence, c'est donc la perception visuelle du monde sans recours au raisonnement. On peut donc dire, in fine, l'intuition, c'est l'évidence. Et là, j'ai fait une démonstration de raisonnement. Le raisonnement procède donc de la logique. Au raisonnement, on va dire c'est logique. L'intuition procède de l'évidence. À l'intuition, on va dire c'est évident. Alors, quid du concept anglophone d'evidence-based medicine? D'aucuns veulent dire que c'est de la polysémie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens au mot. Moi, je dis que c'est de la cacosémie, puisque le terme est totalement impropre et inutilisable. On quitte ce registre puisqu'on a parlé d'expertise pour un individu qui serait peut-être proche de l'intuition médicale ou du flair. Mais qu'est-ce que c'est qu'un expert? Eh bien, expiri, ou qui a donné péritus au participe passé, c'est celui qui a fait ses preuves, c'est celui qui a de l'expérience. Qu'on passe par le grec ou le latin, Paiera, c'est la même source. C'est donc l'idée d'épreuve et d'essai qui a donné empirique. Et là, c'est tout à fait passionnant parce qu'en fait, empirique, au XVIe, XVIe siècle, c'était celui qui se dirige d'après l'expérience. Mais il y a une déviance. Pourquoi? Parce que l'expérience, c'était un avis d'expert actuel. Et progressivement, dire c'est empirique, c'était de dire quelqu'un a fait sa petite expérience, mais c'était pas en double aveugle, double placebo, randomisé. Et donc, le mot a disparu, plutôt est devenu péjoratif, parce que le niveau de preuve, et c'est paradoxal parce que pourtant le preuve était dans son nom, était pas suffisant. Et la prévision, deuxième registre, c'est voir avant. C'est exprimer la vision, l'idée d'une pensée donne à venir, ce qui va venir. C'est la structuration de cette pensée et la transmission par le verbe, par le mot. Ça implique l'action. Mais rappelons Corneille dans le site, dès que j'ai su l'affront, j'ai prévu la vengeance. Prévision, action. Quoique, et là c'est un petit clin d'œil à Molière, je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Trop prévoir. Et pourtant, gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas assez au prince de voir, il faut qu'il prévoie. Je ne dis pas que nous sommes des princes, mais il ne faut pas qu'ils prédisent, il faut qu'ils prévoient. Alors, notre congrès, vous voyez que le logo, c'était pnéumologie prédictive. Donc il va bien falloir que je définisse prédire maintenant. Je vois notre président qui regarde l'heure, il a raison, ça avance bien. Alors la racine, c'est daïk, dik, montrer. Et pourtant, montrer, c'est quelque chose qui va donc être vu. Mais ça a donné dicere. Et pourquoi? Parce que c'est montrer, faire connaître par la parole ou par l'écrit. Donc il a fallu passer par le verbe pour pouvoir transmettre. La vision et la compréhension de ce qui est à montrer passe donc par le verbe. L'objet est montré, donc vu en étant dit. Le dire procède donc de la langue. On a donc conceptualisé. C'est la communication, pas concept.
Mais alors, prédire, comment dire avant que le temps ne permette de dire le réel? Comment prédire? Eh bien, je prendrai Alain qui, dans ses propos sur les prédictions, disait « Il arrive toutes sortes d'événements dans ce monde. De là, des rencontres qui ébranleront le plus ferme jugement. Vous riez d'une prédiction, sinistre, invraisemblable. Vous rirez moins si cette prédiction s'accomplit en partie. » Alors là, vous voyez qu'on est un petit peu soucieux. S'agissait-il d'une prévision, d'une prédiction? Et le plus courageux des hommes attendra donc la suite. Juste pour soutenir un petit peu la réflexion. Et si je prends Albert Camus, L'homme révolté. S'agissant de Marx et d'économie politique, on peut dire que que la plupart de ses prédictions se sont heurtées aux faits. Donc, on a fait de l'expérimentation. Dans le même temps où sa prophétie, a été l'objet d'une foi accrue. Prophétie et allant avec foi. La raison est simple. Les prédictions étaient à court terme et ont pu être contrôlées. Quand les prédictions s'effondraient, il restait la prophétie. Il restait donc le seul espoir. Et on est dans la foi, on n'est non plus dans la démonstration. Mais qu'est-ce que c'est que la prophétie? Littéralement en grec, c'est prophétès, c'est-à-dire celui qui parle pour un Dieu. Donc, intrinsèquement, sémantiquement, la prophétie prétend à la prédiction. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire dès lors que la prédiction ne serait-elle pas l'expression laïcisée de la prophétie? Puisque ce n'est plus prophétie, il n'y a pas le tétos, le terme de Dieu dedans, mais on a l'idée de vouloir prédire l'avenir. Je dirais donc que la science ne peut pas prétendre à la prédiction, sinon ce serait donner des mots à l'histoire avant que celle-ci ne soit écrite. La science peut prétendre à la prévision avec ses outils, la pensée et le raisonnement logique. Et donc, je me permettrai de changer le logo pour dire 13e congrès de phénoménologie prévisionnelle de langue française. Résumons, prévoir, quelle belle idée, c'est tout dire. Prédire, c'est avoir. Merci.